Mon frère a brisé un verre à Pâques, donne-moi la maison de plage, tu n'en as pas besoin. Ma famille s'est liguée contre moi, alors j'ai passé un appel à mon avocat, c'est le moment. Dissous la fiducie. Le silence qui a suivi était inoubliable. La douleur dans le bas de mon dos ne venait pas seulement de la chaise de patio en fer forgé bon marché. C'était un rappel sourd et lancinant des 48 heures d'affilée que je venais de passer au studio, à pousser mon équipe pour les soumissions finales de rendu pour la nouvelle bibliothèque municipale. J'avais 47 ans, j'étais épuisé et je ne tournais qu'à la caféine et à l'obstination. Tout ce que je voulais, c'était siroter mon thé tiède, écouter les sons lointains de mes neveux chassant les œufs en plastique et faire semblant, pendant un après-midi, que je n'étais pas le seul mur porteur de toute ma famille. Le brunch de Pâques chez mon père était une tradition que je redoutais, mais que je maintenais par un sentiment de devoir de plus en plus faible. La maison, une vaste relique banlieusarde que mon père Kyle n'avait pas rénovée depuis 1995, était bondée. L'air était lourd de l'odeur du jambon cuit et du parfum overwhelmingly floral de ma belle-sœur Emily. Mon frère Elliot faisait le spectacle près du barbecue, une spatule dans une main et son éternel téléphone dans l'autre. Il racontait une histoire, sa voix résonnant avec la fausse assurance d'un homme qui travaillait dans la finance, mais dont la seule vraie compétence était d'exploiter l'argent des autres. Sa femme Emily le filmait pour son fil de réseau social lifestyle, son sourire aussi fixe et brillant que le zirconium de sa bague. Et là, j'ai dit au gars, écoute, si tu ne peux pas gérer le risque, tu ne mérites pas la récompense, a fanfaronné Elliot, et mon père Kyle a lâché un rire d'approbation bruyant. C'est mon fils, taillé dans la même étoffe, a dit Kyle en tapant sur l'épaule d'Elliot. Il a tourné son regard vers moi, ses yeux toujours perçants et critiques à 70 ans, me balayant de son désaccord habituel. Nicolas, tu as l'air fatigué. Tu te tues toujours au travail pour cette entreprise qui est la tienne. Bonjour, papa, ai-je dit en forçant un sourire. Le cabinet va bien, merci. Ouais, mais tout ça c'est pourquoi, hein, est intervenu Elliot en s'approchant. Il avait 2 ans de moins que moi, mais il avait perfectionné l'art de me patronner depuis que nous étions enfants. Tout ce travail, tout ce stress. Tu devrais voir les heures qu'Émilie fournit, mais au moins c'est pour la famille, pour les garçons. Émilie s'est approchée, son téléphone toujours pointé dans notre direction générale. Oh, Elliot, arrête. Nicolas sait que nous apprécions son dévouement. Ses yeux ont balayé ma simple robe en lin, s'y attardant un instant, et j'ai su qu'elle en calculait le coût et la trouvait manquante de prestige de grande marque. J'ai ignoré la pique. Les garçons ont l'air heureux. La chasse aux œufs a été un succès. Ils grandissent si vite, a dit Elliot, son ton passant de la moquerie à un soupir lourd et entraîné. Ce qui nous amène à, eh bien, quelque chose dont nous devons discuter en famille. Un œuf froid s'est formé dans mon estomac. Je connaissais ce préambule. C'était le même qu'il utilisait lorsqu'il avait besoin que je co-signais un prêt automobile, que j'investisse dans une start-up douteuse ou que je paye la nouvelle toiture de mon père. Elliot, ai-je dit en gardant une voix calme. C'est Pâques. Ça ne peut pas attendre? Non, non, c'est le moment parfait, a dit Elliot en faisant un grand geste. Nous sommes tous ici. Papa, viens. Kyle s'est approché d'un pas lent, son expression soigneusement neutre, ce qui était toujours le signe qu'il était dans le coup. Emily se tenait juste derrière Elliot, son sourire inébranlable, sa caméra désormais commodément éteinte. Nicolas, a commencé Elliot en bombant le torse. Nous avons discuté, moi, papa, Emily, et eh bien, nous sommes arrivés à une décision concernant la maison de plage. Ma main s'est serrée sur ma tasse de thé. La maison de plage. Ce n'était pas juste une maison de plage. C'était ma maison. Celle que j'avais conçue à partir de rien, dont les plans m'avaient valu mon premier prix majeur. Celle que j'avais construite sur un morceau de côte escarpé en utilisant le premier chèque significatif de mon propre cabinet d'architecture. C'était mon sanctuaire, mon chef-d'œuvre, mon refuge. Qu'en est-il de la maison de plage, Elliot, ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. Eh bien, c'est juste qu'elle reste vide la majeure partie de l'année, a-t-il dit en balayant l'air d'un geste dédaigneux. C'est un énorme actif qui se gâte. Et moi et Emily, nous y avons pensé. Les garçons ont l'âge parfait. Ils ont besoin de l'air marin. Ils ont besoin de souvenirs. Alors allez créer des souvenirs, ai-je dit. Vous savez que vous êtes les bienvenus pour l'utiliser du moment que vous validez les dates avec moi au préalable. Tu vois,
c'est bien ça le problème, a dit Elliot en secouant la tête. Ce n'est pas vraiment à nous, n'est-ce pas? Devoir demander la permission. C'est gênant. Ça ne fait pas très famille. Kyle a grogné son accord. Il a raison, Nicolas. Ce n'est pas correct. Qu'est-ce que tu es en train de dire, Elliot? Il a pris une profonde inspiration, et l'arrogance pure et stupéfiante de ses propos m'a frappé comme un coup physique. Nous pensons que tu devrais nous la donner. Nous la céder. Je veux dire, soyons honnêtes, Nicolas. Tu n'as même pas d'enfant. Tu n'es jamais là. Tu es toujours au bureau. De quoi as-tu même besoin? Nous en aurions une bien meilleure utilité. L'air a quitté mes poumons. La cruauté occasionnelle, le sentiment que tout leur était dû. C'était sidérant, mais ce n'était pas nouveau. Ce n'était que le point culminant de 1000 petites coupures d'épingle. J'ai posé ma tasse sur la table en verre, le tintement sec dans le silence soudain. Non, ai-je dit. Le visage d'Elliot, si récemment bienveillant, s'est durci. Comment ça, non? Ne sois pas égoïste, Nick. C'est pour la famille. J'ai dit, non, Elliot. La maison de plage est à moi. Je l'ai conçue. Je l'ai construite. Je l'ai payée. Ce n'est pas négociable. Elle n'est pas à toi, et elle ne sera jamais à toi simplement parce que tu te sens en droit de l'avoir. Le sourire avait disparu du visage d'Emily, remplacé par une colère reptilienne et pincée. Tu vois, Elliot, c'est comme ça qu'elle est. Elle a tellement et elle accumule tout. Elle ne peut pas supporter de voir quelqu'un d'autre heureux. Tu as ta propre maison, Emily, ai-je répliqué, ma voix montant d'un ton. Une maison, puis-je ajouter, pour laquelle je vous ai aidé à fournir l'apport initial. C'était un prêt, a craché Elliot. Un prêt pour lequel vous n'avez jamais effectué un seul versement, ai-je riposté. C'est alors que c'est arrivé. Le fin vernis de civilité a craqué et a volé en éclats. Le visage d'Elliot est devenu violet de rage. Il n'avait pas l'habitude qu'on lui dise non. Il avait l'habitude de me voir soupirer, lever les yeux au ciel et finir par capituler. Espèce d'ingrate, a-t-il commencé, sa voix s'élevant jusqu'à crier. Il a saisi le verre d'eau vide sur la table et, dans un accès de rage théâtrale et impotente, l'a jeté contre le patio en briques. Il a volé en éclats, envoyant des débris glisser sur la pierre. Mes neveux, qui s'étaient approchés, se sont figés de terreur. Elliot, a hurlé Emily, plus surprise qu'effrayée. Mais c'est la voix de mon père qui a coupé le silence. Son visage était un masque de déception pure et sans mélange, dirigé entièrement contre moi. Tu l'as fait maintenant, Nicolas, a-t-il crié en pointant un doigt tremblant vers moi. Regarde ça. Tu as gâché Pâques. Tu as énervé ton frère. Tu as toujours été le problème. Toujours. Le monde s'est figé. Tout le bruit, les oiseaux, le trafic lointain, le martèlement dans ma propre poitrine se sont effacés. Tu as toujours été le problème. C'était la phrase qui avait défini ma vie. Le problème pour avoir eu besoin d'un appareil dentaire, le problème pour avoir voulu aller à l'université au lieu de me marier, le problème pour avoir créé une entreprise au lieu de m'occuper d'eux dans leur vieillesse. J'étais le problème parce que j'étais celle qui subvenait aux besoins et ils étaient les dépendants. Et ce déséquilibre était enfin devenu trop lourd à porter pour leur fierté. J'ai regardé le visage furieux de mon père, la rage enfantine de mon frère, la déception avide de ma belle-sœur. J'ai senti les éclats de verre sous ma chaussure. Et à ce moment-là, quelque chose dont je n'avais même pas réalisé que c'était brisé en moi n'a pas seulement cédé, cela s'est vaporisé. C'était parti. La culpabilité, l'obligation, le sentiment de devoir sans fin et épuisant. Je me suis levé, mon dos hurlant de douleur, mais je me sentais étrangement et terriblement calme. J'ai fouillé dans mon sac à main, j'ai sorti mon téléphone et j'ai contourné mes favoris. J'ai composé le numéro de mon avocat, David, qui gérait mon cabinet. Elliot a ricané. Qu'est-ce que tu fais? Tu appelles les flics? Tu vas faire arrêter ton propre frère le jour de Pâques? Chut, ai-je dit en levant un seul doigt. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur. Il a sonné 2 fois. David, ai-je dit, ma voix aussi claire et froide que l'océan en hiver. C'est Nicolas. Nicolas? Sa voix était professionnelle, instantanément alerte. Est-ce que tout va bien?
Je ne m'attendais pas à un appel un dimanche. Tout va bien, David. En fait, tout est parfaitement clair. J'ai besoin que tu déclenches le transfert dont nous avons discuté. Il y a eu une demi-seconde de silence. Le protocole de la terre brûlée. Tu es certaine, Nicolas? Tu sais qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Il n'y a pas de retour en arrière. Le ricanement d'Elliot était de retour. Quel transfères-tu? Tu cèdes? Tu transfères la maison. Il a regardé Emily et Harry d'un son court et laid. Tu vois, je te l'avais dit qu'elle. Déclenche le transfert, David, ai-je dit, mes yeux ancrés dans ceux de mon frère. Il est temps qu'ils apprennent la vérité. Comme tu le souhaites, a dit David. Je vais déposer les documents par voie électronique. La dissolution de la fiducie principale déclenchera les notifications automatisées à tous les bénéficiaires. Tout devrait être finalisé d'ici 1 heure. Merci, David. J'ai raccroché. Le sourire victorieux d'Elliot affaibli, une lueur de confusion traversant son visage. C'était quoi ça? Quelle fiducie? Quelle notification? Qu'est-ce que tu viens de faire? 30 minutes, ai-je dit en ramassant mon sac à main et en glissant mes lunettes de soleil. C'est à peu près le temps qu'il devrait falloir pour que les premiers emails soient envoyés. Les alertes SMS sont généralement plus rapides. Quelles alertes SMS, a exigé Kyle, sa voix désormais teintée d'une menace de peur véritable et peu familière. Nicolas, qu'est-ce que tu as fait? J'ai souri. Un vrai, authentique sourire, et cela a fait l'effet de solliciter un muscle que je n'avais pas utilisé depuis des années. Tu voulais la maison de plage, Elliot. Tu viens de t'assurer que tu n'y mettras plus jamais les pieds. En fait, tu viens aussi de te faire perdre ta propre maison. Je me suis retourné et je suis parti, le son de leur rage étouffée et confuse me suivant le long de l'allée. La trahison, ai-je pensé en montant dans ma voiture, ne résidait pas seulement dans le fait qu'ils exigent la maison. La trahison venait du fait que je leur avais permis de croire qu'ils avaient le droit de la demander. Et cette trahison était désormais enfin terminée. Le trajet en voiture loin de la maison de mon père a été un flou. Je serrais le volant si fort que mes articulations étaient blanches, l'adrénaline de la confrontation s'estompant lentement pour laisser une douleur creuse et familière à sa place. J'avais rejoué cette scène ou des versions de celle-ci dans ma tête 1000 fois. Le scénario du « et si » où je me tenais enfin debout pour moi-même, mais la réalité, le verre brisé, la haine pure dans la voix de mon père, la cupidité animale sur le visage d'Elliot était plus grotesque que tout ce que j'aurais pu imaginer. Mon téléphone, posé sur le siège passager, a vibré. Un SMS de David, c'est fait. Les dominos tombent. Une vague de nausées m'a submergé. J'ai dû me garer sur le côté, stationnant ma voiture dans la rue calme et bordée d'arbres d'un quartier que je ne reconnaissais pas. J'ai posé ma tête contre le volant, l'odeur du cuir et mon propre parfum léger remplissant mes poumons. La détresse émotionnelle et physique était écrasante. L'épuisement de mon marathon de travail combiné à la chute d'adrénaline rendait le monde bancal et irréel. Pendant une décennie, j'avais vécu un mensonge soigneusement construit, non seulement pour ma famille, mais pour moi-même. Je me disais que financer leur vie était le prix de la paix. Que d'être la fille qui réussit signifiait colmater les brèches dans leurs finances, leur mariage, leur vie entière. J'avais payé pour les investissements, sûrs, d'Elliot qui faisait toujours faillite. J'avais payé pour les taxes foncières de Kyle et la nouvelle voiture qu'il me soutenait mériter pour sa retraite. J'avais même payé pour l'équipement d'influenceuse vaniteuse d'Emily. Tout cela au nom de la famille. Et qu'est-ce que cela m'avait apporté? Un verre brisé à mes pieds et l'accusation que moi, celle qui maintenait toute cette structure pourrie, j'étais le problème. Mon téléphone a vibré à nouveau, cette fois pour un appel entrant. Le nom sur l'écran a fait se nouer mon estomac, Elliot. Je l'ai fixé, mon pouce survolant le bouton de refus. Mais je le connaissais. Rejeter l'appel ne ferait que le plonger dans une frénésie plus grande encore. Il appellerait Kyle, qui m'appellerait, et le cycle continuerait. La seule façon de gérer cela était de contrôler le récit. J'ai pris une profonde inspiration tremblante et j'ai répondu, en mettant sur haut-parleur. Qu'est-ce que tu as fait? Il n'a pas crié. C'était pire. Sa voix était un sifflement bas et bouillonnant, étouffé par une rage bien plus puissante que le jet de verre théâtral. J'ai fait ce que tu me forces à faire depuis 10 ans, Elliot, ai-je dit d'une voix lasse.
Ne me sors pas ça. Je viens de recevoir un email. Une notification légale. Avis de dissolution de fiducie. C'est quoi ça, Nicolas? C'est quoi la fiducie familiale Héron-Hill? C'est la fiducie que j'ai créée en 2015, ai-je dit simplement. Celle qui possède la maison de plage, celle qui détient l'hypothèque de ta maison, celle qui paye le leasing de ta voiture et finance la carte de crédit que tu utilises pour tes dépenses professionnelles. Il y a eu un silence mort et lourd à l'autre bout de la ligne. Je pouvais entendre sa respiration rapide et courte. Il assemblait enfin les pièces du puzzle. Tu me mens, a-t-il chuchoté, mais la conviction avait disparu. La fanfaronnade s'était évaporée. Papa détient l'hypothèque de ma maison. Il a co-signé. Non, Elliot, ai-je dit en fermant les yeux. Papa pense qu'il a co-signé, mais son crédit était détruit après la crise de 2008. Il n'aurait pas pu co-signer pour une carte de bibliothèque. J'ai créé la fiducie pour sécuriser le prêt. Je suis le seul garant. La fiducie est le prêteur. Mais pourquoi? Sa voix était petite. La voix du petit garçon que je défendais autrefois dans la cour de récréation. Parce que tu as demandé de l'aide et que j'ai été faible. Je ne voulais pas te voir échouer. Je ne voulais pas voir papa perdre sa maison. Alors, j'ai construit une cage d'or et je nous y ai tous enfermés. Je me suis dit que c'était pour vous protéger, mais c'était juste pour vous gérer. Alors, le transfert, a-t-il dit, la voix tremblante. Tu ne me donnes pas la maison de plage. Non, Elliot, je la vends. Je liquide l'actif principal de la fiducie. Et la fiducie étant dissoute, tous les actifs subsidiaires, tous les prêts, les leasings, les lignes de crédit sont rappelés, avec effet immédiat. J'ai entendu un son sec et étouffé, comme un hoquet ou un sanglot. Tu ne peux pas, tu ne ferais pas ça. Ma maison, ma famille. Tu aurais dû y penser avant de exiger la mienne, ai-je dit. Tu aurais dû y penser avant de laisser papa me traiter de problème. Vous sembliez tous penser que j'étais juste un distributeur automatique sur pattes sans sentiment. Vous avez oublié quelque chose. Oublié quoi, a-t-il étouffé. Vous avez oublié que c'est moi qui ai construit tout le système, et l'architecte est toujours le seul qui sait où se trouvent les murs porteurs. J'ai marqué une pause, laissant le silence s'étirer, le poids de sa nouvelle réalité s'abattre sur lui. Tu avais oublié une chose cruciale, Elliot. Je suis, et j'ai toujours été, plus intelligente que toi. J'ai raccroché. Le silence dans la voiture était absolu. Le comportement froid et changé auquel je m'attendais était arrivé, mais pas de la manière dont je l'avais anticipé. Le frère fanfaron et arrogant avait disparu, remplacé par le gémissement terrifié d'un homme qui venait de réaliser que le sol avait disparu sous ses pieds. Mon téléphone a immédiatement recommencé à sonner. Cette fois, c'était Kyle. Je l'ai laissé sonner et sonner jusqu'à ce qu'il tombe sur la messagerie. Le sentiment de nausée a été remplacé par une clarté froide et tranchante. C'était l'après-coup immédiat. C'était la première vague. Le choc s'installait. Mais le vrai conflit, le vrai déballage de la tromperie que j'avais entretenue pendant une décennie était encore à venir. J'avais construit la maison de plage comme un monument à ma réussite. Elle était devenue à la place un monument à la cupidité de ma famille. Et maintenant, je la démontais pierre par pierre méticuleuse. La préfiguration de ma pensée intérieure, ils avaient oublié une chose cruciale, n'était plus un sous-entendu. C'était un fait établi. Ils avaient oublié qui j'étais. Ils avaient oublié que j'étais l'architecte. Et j'étais sur le point de leur rappeler ce qui se passe quand on essaie de détruire le chef-d'œuvre d'un architecte. On finit enterré sous les décombres. Pour comprendre l'explosion sur le patio, il faut comprendre la décennie de bois sec que j'avais soigneusement empilé autour de nous. Tout a commencé avec mon père, Kyle. Il avait passé sa vie comme chef de chantier, un homme qui croyait à la sueur, aux callosités et à l'autorité incontestée du patriarche. Quand il a pris sa retraite, le monde qu'il comprenait, un monde de rôles définis, d'un homme qui subvenait aux besoins et d'une famille qui obéissait, s'effaçait déjà. Sa pension était plus modeste qu'il ne l'avait prétendu. Ses économies étaient maigres, et sa fierté était aussi fragile que du verre soufflé. Moi, en revanche, je prospérais. Mon cabinet, lancé avec un prêt que j'avais remboursé en 5 ans, remportait des contrats pour concevoir des musées, des bibliothèques et des espaces publics durables.
Ma réussite était un désaveu calme et constant de sa vision du monde. Une fille, sa fille, était censée être infirmière ou enseignante. Elle était censée épouser un homme comme lui et lui donner des petits-enfants. Elle n'était pas censée prendre l'avion pour Chicago pour un discours d'ouverture ni posséder un terrain côtier de premier ordre avant ses 40 ans. Mon dévouement envers lui dans les premières années était absolu. J'étais la bonne fille. J'ai payé le déficit de son hypothèque après sa retraite, en rejetant la faute sur une erreur bancaire. J'ai amélioré son camion, prétendant que mon cabinet avait un accord de partenariat dont il pouvait bénéficier. Chaque soutien financier était déguisé en coup de chance, en avantage ou en cadeau. Tout était conçu pour protéger son ego fragile. J'aimais mon père, et j'ai passé une décennie à sacrifier ma propre sécurité financière pour l'isoler des conséquences de sa propre mauvaise planification. Puis sont venus Elliot et Emily. Elliot avait suivi mon père dans le monde d'hommes de la finance, du moins le prétendait-il. En réalité, c'était un vendeur de milieu de gamme avec un goût pour les voitures de luxe et une incapacité criante à vivre selon ses moyens. Il ne voyait pas ma réussite comme une inspiration, mais comme une ressource. C'était mon petit frère, celui à qui j'avais lu des histoires avant de dormir. Alors, quand il est venu me voir, terrifié à l'idée de tout perdre après un mauvais investissement, je suis intervenu. Ce fut la naissance de la fiducie familiale Héron Hill. C'était à l'époque ma conception la plus intelligente. Je l'ai créée en tant qu'entité juridique distincte financée par les bénéfices de mon propre cabinet. Officiellement, j'étais juste le fiduciaire. Cela m'a permis de prêter à Elliot l'argent pour sa maison, de rembourser ses dettes de carte de crédit hors de contrôle et de lui verser un salaire en tant que consultant pour la division de gestion immobilière de la fiducie, qui consistait entièrement pour lui à visiter de temps en temps la maison de plage. Et Emily était l'essence sur le feu. Nous nous sommes rencontrés quand elle était une influenceuse débutante, un terme qui, à l'époque, signifiait qu'elle publiait des photos floues de ses lattes. Elle était soignée, avec un sourire brillant et faux et une évaluation tranchante comme un rasoir de la valeur nette de chacun. Sa profession, d'aussi loin que je puisse en juger, était d'aspirer à la richesse. Je me souviens de la première fois que je les ai reçus à la maison de plage. Elliot était impressionné, mais de la manière dont un enfant est impressionné par un nouveau jouet, et Emily, elle, calculait. Elle a traversé l'espace, ses ongles en acrylique tapotant sur les poutres en bois récupérées que j'avais sourcées dans une grange du 19e siècle. C'est sympa, Nicolas, avait-elle dit, ses yeux non pas sur moi, mais sur la vue sur l'océan. Un peu stérile, peut-être, mais l'empreinte au sol est incroyable. Tu sais quelle est la valeur du terrain à lui seul? Je pourrais revendre ça avec un profit à 7 chiffres en une semaine. Je ne vends pas, Emily, avais-je dit en forçant un rire. Je l'ai construite. Oh, je sais, avait-elle ronronné. Mais c'est tellement de maisons pour une seule personne, c'est presque égoïste. Au fil des ans, ses remarques sont devenues plus directes. C'est elle qui a lancé le récit du genre, tu n'as même pas d'enfant. C'est elle qui publiait des photos de ses garçons sur la terrasse de la maison de plage avec des légendes comme, créer des souvenirs dans la maison de vacances familiale. Béni. C'est elle qui, je l'ai découvert plus tard, répétait à mon père que j'étais une bourreau de travail matinée de misérable qui ne méritait pas ce qu'elle possédait. Elle était l'antagoniste principale, celle qui influençait activement Elliot, qui à son tour jouait sur les sensibilités à l'ancienne de Kyle. Emily était la stratège. Elliot était le bras armé. Kyle était la justification morale. Il formait un triangle toxique parfait avec mon compte bancaire au centre. Mes sacrifices sont devenus leurs attentes. Ma générosité est devenue leur pension. Ma maison de plage est devenue leur futur héritage. J'avais été si dévoué à l'idée de famille, si désespéré d'être la bonne fille et la sœur soutenante que j'avais financé les personnes même qui essayaient maintenant de me détruire. La trahison ne résidait pas seulement dans la demande de la maison. C'était la réalisation qu'ils avaient planifié cela, qu'ils s'étaient assis autour d'une table et avaient décidé que moi, l'architecte de leur style de vie tout entier, j'étais désormais un obstacle à éliminer. La soignée et souriante Emily, avec sa profession vague et son intérêt inapproprié pour mes actifs, était celle qui avait dressé les plans de bataille, et mon père et mon frère s'étaient empressés de s'engager pour combattre. Les 24 heures suivant le brunch de l'enfer ont été un flou de messages vocaux frénétiques et de SMS enragés et incohérents. Elliot était passé de la terreur à la colère, me laissant un message de 3 minutes qui n'était qu'une suite d'injures et de menaces. Kyle en a laissé un autre, d'un genre plus blessant,
ta mère aurait si honte de toi, Nicolas. Tu es en train de déchirer cette famille. Règle ça. Règle ça. C'était mon rôle. J'étais la réparatrice attitrée de la famille. Mais alors que j'étais assise dans mon bureau minimaliste et baignée de soleil au cabinet, une tasse de café intacte refroidissant à côté de mon clavier, j'ai ressenti un calme étrange et froid. Le tournant n'a pas été seulement l'appel téléphonique à David. Ça a été la réalisation que je n'étais pas juste une victime. J'étais une architecte. J'avais les plans. Et il était temps de passer de la défense à l'attaque. J'avais passé les 5 dernières années en tant que stratège passive à construire des pare-feux financiers pour gérer ma famille. Maintenant, je devais en devenir une active pour leur survivre. Le piège intelligent ne résidait pas seulement dans la fiducie elle-même. C'était la nature de la fiducie. Quand je l'avais créée, David, mon avocat, avait insisté sur une clause de dissolution catastrophique. C'était une caractéristique standard pour les personnes à valeur nette élevée inquiètes des poursuites ou des prises de contrôle hostiles. Cela signifiait que si moi, le principal bienfaiteur et fiduciaire, je la déclenchais, la fiducie ne ferait pas que s'arrêter. Elle se liquiderait. Tous les actifs seraient vendus à la valeur du marché et toutes les dettes deviendraient exigibles immédiatement. Il n'y avait pas de période de grâce de 30 jours, pas de négociation. C'était une guillotine financière. Et depuis 10 ans, c'était moi qui payais les impôts trimestriels sur les revenus de la fiducie. C'était moi qui payais l'assurance de la maison d'Elliott. C'était moi qui finançais la pension que Kyle recevait, qu'il pensait être juste un dividende d'investissement d'une action morte depuis longtemps. Ma famille me prenait pour une poire. Ils avaient oublié que ma profession n'était pas seulement de l'art. C'était des mathématiques. C'était de la logistique. C'était des contrats et des conséquences. J'ai appelé David. Il panique, ai-je dit, comme il le devrait. La voix de David était sombre. Le premier avis de défaut sur l'hypothèque d'Elliott vient de partir. La banque qui détient le titre, qui est bien sur la fiducie, l'a informé que la propriété sera saisie et vendue dans 30 jours si le solde complet n'est pas payé. Un solde qu'il ne peut pas payer. Précisément, ai-je terminé. Et Kyle, la société de leasing automobile, également une filiale de la fiducie, programme une saisie pour demain matin. Et son chèque de dividende pour le mois prochain, il ne viendra pas. Une partie de moi, la partie qui était encore la bonne fille, a grimacé. David, est-ce qu'on est sûr de ça? Nicolas, a-t-il dit, sa voix s'adoucissant un instant. Je ne suis pas seulement votre avocat. Je suis votre ami. Je suis resté assis dans ce bureau avec vous il y a 3 ans quand vous avez découvert qu'Emily avait imité votre signature pour obtenir une ligne de crédit de $20 000. J'étais là quand Elliott a emprunté votre voiture et l'a détruite, vous laissant avec la responsabilité. Je les ai vus vous saigner à blanc. Vous ne déchirez pas la famille. Vous percez un abcès. Il est temps. Il avait raison. Le basculement était complet. Je n'étais plus une victime. J'étais une stratège. D'accord, ai-je dit, la voix ferme. Ils vont se battre. Émilie en particulier. Elle n'est pas stupide. Elle ne l'est pas, a reconnu David. Mais elle est avide et cela la rend brouillonne. Quel est notre prochain coup? C'est là que mes compétences professionnelles sont entrées en jeu. Je n'avais pas seulement construit des maisons. J'avais construit un réseau. J'ai besoin d'un enquêteur, ai-je dit. Pas n'importe quel détective. J'ai besoin d'un comptable judiciaire. Émilie a mené grand train, et je sais que le salaire d'Elliott venant de la fiducie et son travail de vendeur médiocre ne couvrent pas son style de vie. Elle a publié sur des boutiques de designers, des week-ends en ville, de nouveaux meubles. C'est partout sur ses réseaux sociaux. Je veux savoir d'où vient cet argent. J'ai l'impression qu'elle a été beaucoup plus occupée que d'être simplement influenceuse. J'ai la personne parfaite, a dit David. Elle est discrète, rapide, et elle déteste les gens comme Emily. Bien, ai-je dit en regardant la ligne d'horizon de la ville que j'avais aidé à construire. Pendant qu'elle creuse du côté d'Emily, je vais faire mes propres recherches. La rage d'Elliott sur le patio. Ce n'était pas juste un sentiment que tout lui était dû. C'était de la panique. Il avait besoin de cette maison. Je veux savoir pourquoi. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai extrait les registres publics du comté où vivait Elliott.
J'ai commencé à croiser les registres immobiliers, les demandes de prêts et les enregistrements d'entreprise. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'un schéma émerge. Elliot n'était pas seulement surendetté. Il se noyait. Il avait souscrit des deuxième et troisièmes hypothèques, non pas sur sa propre maison, que la fiducie contrôlait, mais sur d'autres propriétés. Attendez, pas d'autres propriétés. Il avait pris des prêts usuraires garantis sur ma maison de plage. Mon sang n'a fait qu'un tour. Comment était-ce possible? Je la possédais à 100%. Du moins, c'est ce que je pensais. Non, la fiducie la possédait. J'ai creusé plus profondément. Elliot, en tant que consultant pour la gestion immobilière de la fiducie, avait un pouvoir de signature limité pour la maintenance et l'entretien. Il a dû utiliser cette petite parcelle d'autorité pour se présenter de manière frauduleuse à des prêteurs prédateurs afin de souscrire des prêts à fort taux d'intérêt sur un actif qui ne lui appartenait pas, en prétendant qu'il agissait au nom de la fiducie. Il commettait une fraude. Le verre brisé, la demande, la panique, tout prenait du sens. Les prêts arrivaient à échéance. Il n'essayait pas d'obtenir la maison pour les souvenirs de sa famille. Il essayait de mettre la main sur l'acte de propriété pour pouvoir la vendre, rembourser les requins du prêt et couvrir ses traces avant que je ne le découvre. Il n'essayait pas seulement de me voler ma maison. Il essayait de me faire accuser de ses propres crimes. L'enquête n'était plus une question d'obtenir justice. C'était une question de survie. Les 2 jours suivants ont été les plus calmes de ma vie. J'ai mis mon téléphone en mode « ne pas déranger », ignorant la cascade de SMS et d'appels provenant de numéros que je ne connaissais pas. Des singes volants, tous autant qu'ils étaient, sans aucun doute la sœur de mon père, mes cousins, des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années, tous soudainement experts en matière d'égoïsme de ma part. J'ai laissé la comptable judiciaire et David faire leur travail. Moi, de mon côté, j'ai travaillé. J'ai finalisé les rendus de la bibliothèque. J'ai révisé les plans structurels d'un nouveau projet de logement. J'ai avancé un pas après l'autre. L'appel est arrivé mercredi. On la tient, a dit la comptable, une femme pragmatique nommée Maria. Et vous aviez raison. Elle n'est pas seulement brouillonne, elle est arrogante. Il s'est avéré que la carrière d'influenceuse d'Émilie était une couverture pour un tout autre genre d'affaires. Elle s'était associée à un agent immobilier local douteux, le même, ai-je noté avec une grimace, qui conseillait Elliot. Il gérait un réseau de fraude immobilière à petite échelle. Émilie utilisait ses réseaux sociaux pour identifier des propriétaires fortunés, âgés ou absents, des gens comme moi. Et l'agent immobilier utilisait ensuite des documents falsifiés pour mettre les propriétés en location à court terme contre de l'argent liquide uniquement, en empochant l'argent. Il squattait essentiellement chez les autres à but lucratif. Et le meilleur dans tout ça, elle avait tout documenté. Maria avait trouvé un compte de réseau social privé séparé où Émilie se vantait auprès d'un petit cercle d'amis de son activité secondaire, avec des photos d'elle profitant des maisons qu'elle avait louées illégalement. Elle avait même publié une photo depuis la terrasse de ma maison de plage 6 mois plus tôt, légendée, test de la marchandise. Celle-ci va être la grosse affaire. Boss Bébustle. Elle gère ce réseau depuis au moins 1 an, a dit Maria, et l'agent immobilier louche est son complice. Ils ont utilisé les identifiants de gestion immobilière d'Elliot issus de votre fiducie comme couverture pour avoir accès aux annonces. Ainsi, Elliot n'était pas seulement une victime de son influence. C'était un participant actif. Ma rage était un feu froid, propre et purificateur. Et Elliot, ai-je demandé. Les prêts usuraires? C'est grave, Nicolas, a coupé la voix de David. Il en a pour plus de 300 000 $. Il a signé une garantie personnelle, mais il a aussi falsifié des documents de la fiducie pour sécuriser le prêt contre la maison de plage. C'est un crime fédéral. Ces prêteurs ne sont pas la banque. Ce sont le genre de personnes qui brisent les rotules. Il était désespéré. Il devait vendre cette maison, les rembourser et filer. Le puzzle était complet. Leur grand plan à Pâques n'était pas juste une coup de tête. C'était un acte de désespoir. Ils devaient me harceler pour que je leur donne la maison afin de pouvoir la vendre et étouffer un crime fédéral. Ce soir-là, on a sonné à ma porte. C'était Elliot. Il avait l'air terrible. Ses yeux étaient injectés de sang. Son costume coûteux était froissé. Et il sentait légèrement le whisky frelaté. Il avait clairement dormi dans sa voiture.
Tu dois arrêter ça, Nicolas, a-t-il gémi en me bousculant pour entrer dans mon hall. L'arrogance avait disparu, remplacée par une panique désespérée de rat aux abois. Il m'appelle toutes les heures. Il a soupiré. Ils savent où vivent Émilie et les enfants. Tu dois appeler ton avocat. Tu dois annuler ça. Donne-leur juste la maison de plage. Ce n'est qu'une maison. Tu peux en construire une autre. Je me tenais là, dans l'entrée propre et calme de ma propre maison. Et je les regardais. C'était le frère que j'avais protégé. C'était l'homme que j'avais financé. Tu ne voulais pas juste la maison pour les souvenirs, n'est-ce pas, Elliot, ai-je dit, la voix douce. Quoi? Non. Oui. Je veux dire, qu'est-ce que ça peut faire? Tu dois m'aider. Tu as falsifié des documents de la fiducie, ai-je affirmé. Ce n'était pas une question. Son visage est devenu blanc. Le sang s'en est retiré si vite que j'ai pensé qu'il allait s'évanouir. Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu as souscrit 300 000 $ de prêts usuraires sur ma maison, mon actif. Tu as utilisé tes accès de maintenance pour commettre une fraude. Tu allais me laisser porter le chapeau, n'est-ce pas? Quand il n'aurait pas pu obtenir l'argent de toi, il s'en serait pris à la fiducie. À moi. Il n'avait pas de mots. Il me fixait simplement, la bouche ouverte. Et Émilie, ai-je poursuivi, ta femme arnaqueuse. Elle gère une escroquerie à la location en utilisant ma fiducie comme couverture. Tu pensais que je ne le découvrirais pas? Tu pensais que j'étais si stupide? Elle. C'est une boss babe, a-t-il bafouillé, le mot à la mode sonnant pitoyable et absurde dans le lourd silence. C'est juste un travail d'appoint. Ce n'est pas illégal. Ça l'est, Elliot. C'est de la fraude électronique pour commencer, et de la conspiration. Eh bien, je suis sûr que la liste est longue. Eh. Espèce de, a-t-il rugi, sa terreur bouillonnant enfin à nouveau en rage. Il s'est précipité, non pas sur moi, mais vers un grand vase en céramique dans mon entrée. Il a levé le poing. Tu vas payer. Tu vas régler ça. Je n'ai pas fléchi. Je ne ferai pas ça, ai-je dit calmement. Premièrement, ce vase est une antiquité Ming du XVe siècle, et tu ne pourrais pas te permettre de le remplacer en 1000 vies. Deuxièmement, tu es filmé. Il s'est figé, le poing en l'air. Il a regardé autour de lui de manière sauvage. Quoi? J'ai pointé une lentille discrète de la taille d'une tête d'épingle dans le détecteur de fumée du plafond. Toute ma maison est câblée. Audio et vidéo. J'enregistre depuis que tu as franchi la porte. Chaque mot, y compris ta menace. Son bras est retombé le long de son corps, son visage s'est effondré, la menace mal exécutée, le mensonge évident et désespéré sur le fait que ce ne soit pas illégal. Tout cela ne faisait que confirmer sa culpabilité. C'était un enfant dans un costume d'homme, faisant une crise parce qu'on lui retirait ses jouets. Tu as fait ça, a-t-il chuchoté, des larmes d'apitoiement sur soi montant dans ses yeux. Tu nous as tous détruits parce que tu ne pouvais pas partager. Non, Elliot, ai-je dit en marchant vers ma porte d'entrée et en l'ouvrant. Je ne suis pas celle qui a falsifié des documents. Je ne suis pas celle qui a volé des gens. Et je ne suis pas celle qui a exigé une maison qui ne lui appartenait pas. Tu as fait ça. Toi, Émilie et papa, vous avez construit ça. Je suis juste l'architecte qui condamne le bâtiment. J'ai pointé la porte. Sors. Il m'a regardé, ses yeux remplis d'une haine si pure qu'elle en était presque belle. Il savait qu'il avait perdu. Il savait que je le tenais. Il s'est retourné, dans un dernier sanglot étouffé, il a trébuché dehors dans la nuit. J'ai fermé la porte, verrouillé le pêne dormant et je me suis appuyé contre le bois massif. La première confrontation était terminée. Mais le dossier ne faisait que commencer. La vidéo de la confession et de la menace d'Elliot a été immédiatement envoyée à David. C'était la clé de voûte de notre dossier. Les tentatives désespérées d'Elliot pour reprendre le contrôle n'avaient servi qu'à me tendre l'arme dont j'avais besoin pour me protéger. Il était maintenant temps de monter le dossier contre Émilie. Maria, la comptable judiciaire, avait mis au jour toute l'étendue choquante de sa tromperie. L'activité secondaire d'Émilie n'était pas à petite échelle.
Elle et son partenaire agent immobilier avaient escroqué au moins 15 propriétaires dans 3 comtés. Ils avaient un système. Émilie, l'influenceuse, identifiait les cibles et se liait d'amitié avec elles lors de journées portes ouvertes ou d'événements caritatifs. L'agent immobilier s'occupait des baux falsifiés. Ils avaient empoché plus de 150 000 $ en liquide illicite et non imposé en 18 mois. Maria avait déjà trouvé les témoignages de 2 autres victimes qui préparaient leur propre poursuite. Mais la véritable preuve irréfutable était Émilie elle-même. Son compte de réseau social privé était un journal intime numérique de ses crimes, plein de vantardise, d'arrogance et d'un besoin pathologique de validation. La seule pièce du puzzle qui luttait encore avec sa loyauté était, comme on pouvait s'y attendre, mon père. Kyle était resté silencieux depuis son premier message vocal accusateur. Il ignorait les appels d'Elliot et il ignorait les miens. Il faisait, comme il l'avait toujours fait en cas de crise, l'autruche, espérant que le problème, moi, se résolverait de lui-même. Cela a conduit à la deuxième confrontation, plus puissante, et elle devait avoir lieu avec lui. J'ai conduit jusqu'à sa maison, la même maison que j'avais sauvée de la saisie, la même maison où j'avais été humilié quelques jours plus tôt. Je n'ai pas frappé. J'ai utilisé mon ancienne clé. Il était dans son fauteuil inclinable, un match de baseball passant sur un téléviseur si grand qu'il rapetissait la pièce. La maison était dans un état désastreux. La vaisselle s'accumulait dans l'évier et un air d'abandon s'était installé dans le salon. « Tu n'es pas la bienvenue ici, Nicolas » a-t-il dit sans même me regarder. Sa voix était plate, morte. « Je ne suis pas là pour une visite de courtoisie, papa » ai-je dit en me tenant entre lui et la télévision. J'ai tendu une épaisse enveloppe Kraft. « Tu dois voir ça. »« Je n'ai rien besoin de voir » a-t-il grogné, les yeux toujours fixés sur le match. « J'ai juste besoin que tu arrêtes ça. Cette folie. Ton frère est anéanti. Tu nous déchires tous pour une maison. Il est anéanti parce que c'est un criminel, papa. » Cela a attiré son attention. Il m'a enfin regardé, les yeux plissés. « Surveille ton langage, fille. »« Non, regarde ça. » J'ai sorti une pile de papier de l'enveloppe. Ceci est un document de prêt falsifié. C'est la signature d'Elliot attestant illégalement qu'il est le propriétaire de la fiducie Héron Hill pour demander un prêt de 300 000 $ sur ma maison de plage. Un prêt, soit dit en passant, qu'il n'a aucun moyen de rembourser. Il a fixé le papier, le visage pâle. C'est un malentendu. Il l'a géré pour toi. Ceci, ai-je dit en sortant un autre document, est une impression du réseau social privé d'Émilie. La voici dans ma maison il y a 6 mois, se vantant de la façon dont elle va la revendre. Et ici, ai-je dit en jetant un tableur imprimé sur ses genoux, se trouve une liste des 15 autres familles qu'elle et son partenaire ont escroquées. La police est très intéressée par cette liste. Il a regardé les papiers, les mains tremblantes. C'était un homme d'une génération qui croyait encore à la sainteté d'une signature dans le noir sur blanc de la loi. Il comprenait ce qu'il voyait. Il ne ferait pas ça, a-t-il chuchoté, mais le déni était faible. Il luttait encore, essayant de trouver un moyen pour que ce soit de ma faute. Tu l'as poussé. Tu avais tellement et tu ne voulais pas partager. Tu l'as étalé. Cette maison de plage, ton entreprise, tu l'as fait se sentir petit. L'accusation restait suspendue dans l'air, un refrain toxique et familier. Mais cette fois, j'étais prête. Je ne l'ai pas fait se sentir petit, papa. Ses propres échecs l'ont fait se sentir petit. Et toi, tu l'as encouragé. Chaque fois que tu m'as dit de régler ça, chaque fois que tu as pris son parti. Chaque fois que tu m'as dit que j'étais le problème parce que je ne voulais pas simplement me coucher et le laisser prendre ce qui m'appartenait. J'ai joué ma dernière carte. J'ai sorti mon téléphone et j'ai lancé l'audio de la vidéo qu'Elliot avait si gentiment fournie. Sa voix, aiguë et gémissante, a rempli la pièce, « Tu dois m'aider. Ils ont dit qu'ils savaient où vivent Émilie et les enfants. Donne-leur juste la maison de plage. Ce n'est qu'une maison. » Suivi par l'audio de son rugissement de rage et le son clair et enregistré de lui se précipitant sur mon vase. Kyle a écouté, le visage livide, le sortilège, une vie de favoritisme, l'ignorance volontaire. Tout a volé en éclats en ce seul instant. Il a entendu le désespoir, la faiblesse, la violence. Il a entendu le fils qu'il avait encouragé, et il a enfin vu la vérité.
Il a levé les yeux vers moi, ses yeux pour la première fois ne contenant pas seulement de la colère, mais une honte profonde, insondable. Qu'est-ce qu'ils ont fait, a-t-il murmuré. Ce que tu leur as permis de faire, ai-je dit, ma voix non pas méchante, mais ferme. Tu as laissé la pourriture se propager, papa. Et maintenant, le seul moyen de sauver les fondations est de démolir toute la structure pourrie. J'ai laissé l'enveloppe sur ses genoux. Il n'a pas dit un mot alors que je sortais. Le silence était sa reddition. Le sortilège de l'antagoniste, celui qui avait lié mon père au récit de mon frère, était enfin et irrévocablement brisé. Le dénouement n'a pas eu lieu lors d'un événement familial. C'était d'une manière bien plus publique et bien plus humiliante. David, brillant et impitoyable, l'avait organisé. Elliot et Emily, faisant face à la perte de leur maison, à la saisie de leur voiture et au blocage de leur compte bancaire, avaient fait la seule chose à laquelle je m'attendais, ils avaient pris un avocat. Ils avaient trouvé un avocat de bas étage prêt à déposer une contre-plainte, affirmant que la fiducie familiale Héron il était une entité abusive et invalide, et qu'Elliot, en tant que partenaire verbal, avait droit à la moitié de tous ses actifs. C'était un coup de désespéré et insensé, construit sur des mensonges et de la cupidité. David avait organisé une audience préliminaire au tribunal civil, une déposition pour examiner les preuves. Elliot et Emily se sont présentés, tous deux ayant l'air étonnamment soignés. Emily était dans une robe noire stricte, les cheveux tirés en arrière, l'image d'une femme professionnelle lésée. Elliot, dans son meilleur costume, avait retrouvé un peu de sa fanfaronnade. Ils avaient clairement été briefés. Ils pensaient que c'était une négociation. La salle de déposition était petite et sans air. C'était juste moi et David d'un côté de la longue table polie, et Elliot, Emily et leur avocat de l'autre. Mes clients, a commencé leur avocat, un homme au costume bon marché et aux yeux fuyants, sont prêts à régler cette affaire à l'amiable. Nous ne réglons rien, a coupé David en faisant glisser un dossier de l'autre côté de la table. Nous sommes ici pour présenter les preuves que nous utiliserons dans le procès pénal, et non civil. C'est une courtoisie. Le sourire de l'avocat d'Emily affaiblit. Pénal ? David l'a ignoré et a regardé directement Elliot. Pièce A, une confession signée et notariée de l'agent immobilier, Monsieur James Pierce, détaillant sa conspiration avec Madame Emily pour commettre une fraude électronique et une fraude immobilière remontant à 18 mois. Emily a laissé échapper un petit hoquet étouffé. Ses yeux se sont tournés vers Elliot. Il ne ferait pas ça. Il l'a fait, a dit froidement David, en échange d'une peine réduite. Il semble qu'il n'ait pas apprécié que vous le piégiez pour qu'il porte l'entière responsabilité. Il a fait glisser un deuxième dossier. Pièce B, l'enregistrement vidéo et audio complet et non monté du domicile de ma cliente dans lequel Monsieur Elliot reconnaît avoir connaissance des prêts frauduleux, profère des menaces contre ma cliente et tente de l'agresser physiquement. Le visage d'Elliot est passé du pâle au gris marbré. C'est irrecevable. Vous ne pouvez pas enregistrer. Le domicile de ma cliente est dans un état où le consentement d'une seule partie suffit et le système de sécurité comporte une signalisation claire, a dit David d'un air ennuyé. C'est parfaitement recevable et cela réfute clairement votre prétention d'être une victime involontaire de la fiducie. Enfin, David a poussé un troisième dossier très épais vers Emily. Et pièce C, une comptabilité judiciaire complète et détaillée du compte de réseau social privé de Madame Emily, complète avec des publications géotaguées et horodatées de vous commettant vos crimes. Ainsi que le témoignage complet et non caviardé des 15 victimes qui font maintenant partie d'un recours collectif. Le bureau du procureur a trouvé ce dossier particulièrement convaincant. C'était cela, l'humiliation publique. C'était le dénouement. Ce n'était pas une pièce bondée. C'était un petit cercueil juridique silencieux. Elliot et Emily sont restés assis là, figés, alors que tout le poids de leur ruine s'abattait sur eux. Tous les mensonges, toute l'arrogance, toutes les arnaques de Boss Babe et les investissements sûrs. Tout cela était réduit à 3 dossiers propres et accablants sur une table de déposition. Emily a été la première à craquer. Son masque soigné ne s'est pas seulement fissuré, il s'est désintégré. Elle a poussé un gémissement strident et aigu. Tu as fait ça, a-t-elle hurlé en pointant un doigt tremblant vers Elliot. Toi et tes stupides idées à la noix. Elle va juste se coucher, tu disais. Elle est faible, tu disais. Espèce d'inutile, de pitoyable. Moi, a explosé Elliot, sa chaise reculant dans un grincement. C'était ton idée.
L'activité secondaire, le plan dont le mérite. C'est toi qui ne pouvais pas t'arrêter de te vanter. C'est toi qui nous as fait prendre. Leur avocat a juste mis sa tête dans ses mains. Mais le point culminant n'était pas leur cri. C'était le moment qui a suivi. Le moment où Elliot, réalisant que sa vie était terminée, a eu un dernier moment de réalisation puissant. Sa rage a disparu, remplacée par le même regard terrifié et suppliant qu'il avait eu dans mon entrée. Il s'est tourné vers moi. « Nicolas » a-t-il chuchoté, la voix brisée. « S'il te plaît, Nick, je suis ton frère. Tu ne peux pas laisser faire ça. Annule tout. S'il te plaît, je te rembourserai. Je le jure. » J'ai regardé l'homme qui avait essayé de me voler le travail de toute une vie, qui avait essayé de me faire accuser de ces crimes, qui était resté là pendant que notre père me traitait de problème. J'ai vu la ruine d'un homme, un homme que j'avais autrefois aimé, et je n'ai rien ressenti. Juste une paix vaste, froide et vide. Je me suis levé. « David, je pense que nous avons terminé ici. » C'était l'action triomphante. Ce n'était pas un cri. Ce n'était pas un discours. C'était moi lui tournant le dos et sortant de la pièce, le laissant faire face aux conséquences qu'il avait si méticuleusement construites pour lui-même. Le sortilège n'était pas seulement brisé, il était anéanti. La chute a été rapide et totale. Elliot, faisant face à des accusations fédérales de fraude, a plaidé coupable. Il a été condamné à 3 ans dans une prison à sécurité minimale. Emily, au vu de sa pleine coopération, c'est-à-dire en se retournant contre Elliot et son partenaire agent immobilier, a écopé de 5 ans de mise en liberté surveillée. Mais le recours collectif de ses victimes combiné à l'enquête du fisc sur ses revenus non déclarés l'a laissé financièrement et socialement ruinée. Elle a perdu la maison, sa carrière d'influenceuse, et j'ai entendu dire la garde de ses fils qui vivaient désormais chez sa sœur. La maison de plage s'est vendue en moins d'1 semaine pour bien plus que le prix demandé. La dissolution de la fiducie a été propre. L'argent a été viré sur mes comptes privés et la fiducie familiale il a cessé d'exister. Mais la justice n'est pas seulement une question de tableur et de peine. C'est une question de guérison. Quelques semaines après le prononcé de la peine, j'ai reçu un appel de mon père. C'était la première fois qu'il me contactait. Sa voix était vieille, fatiguée et dépouillée de toute sa fanfaronnade. « Nicolas » a-t-il dit, et je pouvais l'entendre pleurer, un son calme et brisé. Je suis tellement désolé. J'avais tellement tort. J'ai été un imbécile. Je m'étais préparé à toutes les éventualités sauf celle-ci. J'avais construit des défenses contre sa rage, sa déception, ses accusations. Je n'avais aucune défense contre son remords sincère. J'ai conduit jusqu'à sa maison. Elle était propre. Il avait fait la vaisselle. Il était assis à la petite table de la cuisine. L'enveloppe de preuves que je lui avais donnée était posée devant lui comme un jugement. « Tu étais une bonne fille » a-t-il dit sans me regarder. « Tu étais la meilleure d'entre nous. Tu étais la seule qui ait jamais fait quelque chose. Et moi. Je t'ai puni pour ça. Parce que j'étais jaloux. Parce que tu étais un meilleur homme que moi ou ton frère ne l'avons jamais été. » Il a enfin levé les yeux, les miens rouges et suppliants. Je sais que je ne le mérite pas, mais peux-tu un jour me pardonner? Je m'assis en face de lui. L'architecte en moi a vu les fondations. Elles étaient fissurées, endommagées et avaient porté trop de poids pendant trop longtemps, mais elles étaient toujours là. Ce n'était pas mon travail de le réparer. Mais peut-être que je pourrais l'aider à reconstruire. Je ne sais pas, papa, ai-je dit honnêtement. Mais nous pouvons boire une tasse de café et nous pouvons commencer. La réconciliation n'a pas été une scène unique. Ce fut un processus lent et silencieux. C'était lui venant à mon bureau non pas pour demander quoi que ce soit, mais pour voir les rendus de la bibliothèque et dire « C'est magnifique, Nick. Ta mère aurait adoré. » C'était moi l'aidant à établir un vrai budget, basé sur sa pension réelle, et lui s'y tenant. J'ai utilisé mes propres ressources et mon réseau, non pas pour renflouer qui que ce soit, mais pour m'assurer que justice soit faite. J'ai payé une thérapie pour mes neveux pour les aider à faire face au traumatisme de l'implosion de leurs parents. J'ai fait un don à un fonds pour les victimes de fraude. L'histoire ne se termine pas par un éclat, mais par un après-midi calme. Je suis dans mon nouvel appartement,
Un pantouse donnant sur la ville que j'ai aidé à façonner. Les murs sont tous en verre. Mon père est ici, m'aidant à arroser mes plantes. Il est plus calme maintenant, plus réfléchi. Nous ne parlons pas d'Eliott. Nous ne parlons pas du passé. Nous parlons de l'avenir, du nouveau parc que je conçois, du baseball.